Salut tout le monde, on est très content de vous présenter cette première vidéo de la série La vie d'un parlementaire. On a eu la chance d'interviewer Éric Alauzet, il est député de la 2e circonscription du département du Doubs. Et on recevra plus tard également monsieur Jean-François Longeot, qui est sénateur dans le même département, pour nous parler de leur vie et de leur fonction en général. On ne parlera pas de leur engagement politique. En tout cas, je vous laisse regarder ça. N'hésitez pas à vous abonner et puis également à nous suivre sur notre site web, c'est rdgmedia.fr et c'est rdgmedia.fr sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, bon visionnage. Bonjour monsieur Éric Alauzet. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre permanence. Avec plaisir. À Besançon. On va donc pouvoir échanger ensemble autour donc de la profession et de la fonction plutôt de oui, député. Plutôt fonction. Je vais d'abord vous présenter très rapidement, vous me dites si je dis quelque chose de mal. Vous êtes entré en politique en 1990 en étant conseiller municipal de la ville de Besançon, donc situé dans le département du Doubs pour ceux qui nous regarderaient ailleurs en France. De 1998 à 2004, vous êtes conseiller régional de Franche-Comté. De 2001 à 2008, vous avez également été adjoint au maire à Besançon. De 2008 à 2013, vous êtes conseiller général du département du Doubs. Et puis depuis juin 2012, donc, vous êtes député de la 2e circonscription du département du Doubs. Pour le premier mandat de 2012 à 2017, vous étiez candidat Europe Écologie Les Verts, soutenu par le PS ici dans le département. De 2017 à 2022, vous êtes présenté sous l'étiquette majorité présidentielle. Et puis 2022, vous avez été réélu pour un 3e mandat sous l'étiquette Renaissance. On est tout bon ? Parfait. Eh ben c'est parfait, on peut donc continuer pour parler non pas de vos engagements et de vos combats dans votre parti politique ou encore à l'Assemblée, mais plus pour parler en fait de la profession, de la fonction, je veux dire profession à chaque fois, de député, pour un petit peu comprendre que ceux qui nous regardent, qui sont aussi pour la plupart assez jeunes, puissent saisir un petit peu l'importance et les enjeux autour de ça. Oui, parce que ma profession c'est médecin. Oui, c'est ça, c'est aussi ça qui est important, on peut commencer important, par là. Vous êtes avant tout... c'est une fonction, vraiment. Vous êtes avant tout un citoyen qui travaillait et ensuite on devient député. Exactement. Justement, parlons-en. Qu'est-ce qui pousse à devenir député en fait ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? Est-ce que c'est un parti qui vous invite à prendre cette fonction ? Est-ce que c'est vous volontairement qui vous êtes dit pourquoi pas ? Comment on en arrive à devenir député ? C'était pas du tout dans mon idée. Je me suis engagé, j'avais à peine 30 ans, un peu par hasard, sur une liste municipale écologiste en 1988-9. Enfin, fin 88 pour l'élection de 89. Mais alors, par hasard, en politique, mais passionné par la politique avant, c'est-à-dire passionné par les débats, parce que quand on a des convictions, on a envie à la fois de les partager, et puis moi j'aime bien me confronter à des idées différentes. Donc la politique, c'est ça, quoi. C'est de faire valoir ses idées, rester ouvert, en tout cas pour moi, à d'autres idées, et puis challenger ses idées, et puis essayer de faire progresser la société. Et sans doute, c'est mon métier de médecin qui m'a orienté vers et la politique et l'écologie, au motif qu'en médecine, on constate que beaucoup de maladies sont liées à la santé et à l'environnement. Et c'est ça qui m'a conduit à faire de la politique. Pour dire, voilà, j'agis avec des patients dans mon cabinet, mais il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de mon cabinet, qui sont de l'ordre de la pollution atmosphérique, la façon dont on mange, dont on fait de l'activité physique ou pas. C'est tout ça qui m'a conduit à faire de la politique. Et puis, chemin faisant, je me suis retrouvé d'abord effectivement conseiller municipal, et puis ensuite j'ai occupé d'autres fonctions que vous avez rappelées. Et puis c'est arrivé au bout de 25 ans que je me trouve en situation de pouvoir candidater à un poste de député, alors que même un an avant, je n'y pensais même pas, quoi. Ah, et donc ça vient relativement vite en fait, ça se fait vite dans un parcours politique. Vite, à 25 ans. Oui, 25 ans, mais je veux dire, au moment où vous décidez d'y aller, c'est relativement rapide. Oui, pour moi en tout cas, c'est sans doute, et je sais que d'autres ont le projet très jeune de dire je veux être député, voire je veux être président de la République. C'était pas du tout mon option. Je pense d'ailleurs que je n'étais pas tout à fait fait pour la politique et pour le conflit, et plus que jamais on en parlera peut-être. C'est des conflits beaucoup, la politique. J'étais pas fait pour ça, mais on s'y fait. Alors, rappel, élection au suffrage universel ensuite pour ce qui est des députés. Scrutin uninominal, ce qui veut dire qu'on élit une personne à 2 tours. Donc vous pouvez vous retrouver face à un autre candidat ensuite. Une fois élu... ou plusieurs d'ailleurs au deuxième tour. Ça peut être 3. Oui, voilà, dès qu'on a un seuil, on peut être 3, voire 4. C'est voire arrivé. 4 selon les résultats. Vous avez donc remporté les 3 dernières ici sur la 2e circonscription. Quand on arrive à l'Assemblée, on entend souvent aussi que, c'est même logique, c'est le parcours normal, vous intégrez des groupes parlementaires, minimum 15 personnes donc, qui ont des mêmes idées, qui veulent avancer ensemble. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça se forme et puis qu'est-ce que font ces groupes parlementaires en fait ? Déjà, il faut expliquer que si on est tout seul, on peut quasiment rien faire. On n'a aucun moyen d'assistants parlementaires, de droit de parole.
Tout ça est réglementé à travers les groupes. Et pourquoi il y a des groupes? Sinon, c'est la foire d'empoigne. Si on est 577 députés, donc il faut essayer de structurer un peu pour qu'on n'ait pas trop de groupes. Déjà là, on en a beaucoup. On en a 10, il n'y en a jamais eu autant dans les précédentes législatives. C'est beaucoup. Voilà, donc le but, c'est de réduire les groupes. Donc il faut être au minimum 15 pour faire un groupe politique. Alors bien sûr, les gens se rassemblent par sensibilité politique. Alors, autour des partis politiques, mais pas que. Souvent, les groupes politiques sont plus larges que le parti politique. Par exemple, mon premier groupe politique, c'était Verts et régionaliste. Nous avions dans notre groupe un régionaliste. Et puis notre groupe a explosé en cours de mandat, peu importe les raisons. Et on se trouvait 6 et 9. Et donc, on a la capacité de faire un groupe. Donc, on a essayé de rejoindre un groupe. Et donc, pour ma part, j'ai rejoint à ce moment-là un groupe qui s'appelait Socialistes, Républicains, Citoyens, dans lesquels il y avait beaucoup de députés socialistes, mais pas que. Il y avait des élus du mouvement de Jean-Pierre Chevènement et puis des radicaux. Et donc, nous avons intégré ce groupe qui a changé de nom d'ailleurs. Il s'est appelé à partir de ce jour-là Socialistes, Écologistes, Républicains, SER. Voilà, c'est pour dire qu'un groupe politique, c'est souvent plus large qu'un parti politique. Et puis donc, c'est des ententes que vous faites dès l'arrivée dans l'hémicycle. Vous pouvez échanger avec des collègues pour créer ces groupes, si on comprend bien. Oui, alors quand on est comme moi, issu d'un parti politique, c'est assez vite fait et naturel. En tout cas, pour le noyau central, dans notre groupe, nous c'était un groupe écologiste, nous étions 17, donc on a accueilli sans difficulté un régionaliste parce qu'il partageait pas mal de nos idées. Pour le groupe socialiste, puisque on l'a rejoint après, même s'il a changé de nom, c'était assez naturel qu'il se trouve avec les citoyens, enfin les députés du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement ou des radicaux de gauche de Jean-Pierre Baillet à l'époque. Donc déjà entre eux, ils se sont regroupés et puis ils ont fait un groupe un seul groupe, puisqu'il n'y avait pas assez ils n'étaient pas assez dans le mouvement de Jean-Pierre Chevènement ni dans les radicaux pour faire un groupe seul. Donc ils ont rejoint déjà à cette époque-là le groupe socialiste. Voilà, donc par affinité de partis politiques, mais au-delà souvent. Très bien. Donc ensuite, vous êtes installé à l'Assemblée nationale, vous avez vos groupes parlementaires, vous siégez. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, j'imagine pas que c'est très difficile et c'est peut-être aussi un peu subjectif parce que peut-être qu'on ne prend pas la fonction à cœur de la même manière selon aussi les personnes, mais pour vous, quel est le rôle du député une fois que vous êtes installé dans l'hémicycle et que le mandat commence? C'est très différent en fonction de sa personnalité, mais aussi en fonction de son appartenance politique. On voit bien que les groupes politiques n'abordent pas le travail de l'Assemblée de la même manière, en fonction de son ancienneté aussi. Donc les plus anciens sont moins présents dans l'hémicycle, souvent plus en circonscription. Au début, on a intérêt, parce qu'on découvre, à être très très présent dans l'hémicycle pour comprendre le fonctionnement, pour s'approprier l'Assemblée, pour aussi trouver sa place. Et ça dépend aussi des sujets que l'on a. Par exemple, quand on est à la commission de la défense, on a beaucoup moins d'obligations à l'Assemblée que quand on est dans la commission, comme moi en ce moment, des affaires sociales, qui est la commission la plus sollicitée. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de critères qui font que ça va dépendre. Puis ça va dépendre si on veut faire vraiment un travail législatif de la loi, c'est-à-dire des amendements. Pendant mon premier mandat, par exemple, j'ai fait beaucoup d'amendements. J'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Donc, je ne travaille pas de la même façon. Voilà, parce que j'ai évolué, parce que je connais mieux l'Assemblée, parce que je me suis donné d'autres priorités. Donc vous avez raison de dire dans votre question initiale, ça va dépendre. Oui, ça va dépendre, évidemment, de tous ces critères. Donc quand on parle de députés, la plupart des gens voient des personnes dans l'Assemblée qui débattent, qui votent des lois. Mais je pense que c'est important aussi de présenter un peu une semaine type, même si j'imagine bien que l'emploi du temps varie énormément. Là, par exemple, vous nous recevez, donc c'est des choses qui peuvent varier. Mais si on devait prendre une semaine qui, je veux dire, revient entre guillemets régulièrement, elle ressemblerait à quoi, la semaine d'un député? Alors, le milieu de semaine est occupé par l'Assemblée nationale, en général. On commence le mardi matin. Le mardi matin est consacré aux réunions de groupe. C'est-à-dire, c'est des réunions très très politiques entre nous, pour savoir, au vu de l'actualité d'une part, l'actualité nationale, mais aussi de l'actualité des textes, des lois qui vont être débattues dans l'Assemblée, quelle position on va avoir. Donc ça, c'est le mardi matin, tous les groupes se réunissent à peu près en même temps, entre 10h et midi. Voilà. Et puis, le mardi après-midi, ce sont les fameuses questions gouvernement, retransmises à la télévision. Et puis, ensuite commence le travail dans l'hémicycle autour de la loi ou des lois qui sont inscrites cette semaine-là. Mais, en parallèle, très souvent, il y a des commissions qui se réunissent. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous concernés par tous les textes. Ce serait juste impossible. Même d'ailleurs, dans sa propre commission, dans ma commission des affaires sociales,
j'ai pas pu m'investir autant sur chaque texte tellement il y avait de textes. Entre la loi sur les retraites, la loi sur l'assurance chômage, des plus petites lois qui sont moins connues, la loi sur le travail qui va arriver, sur le revenu de base, on peut pas tout suivre à fond. Parce que chaque fois qu'on a une loi, ça demande énormément de travail. Ça demande de rencontrer des tas d'acteurs. Sur les retraites, c'était les syndicats, c'était des usagers qui me sollicitaient aussi à Besançon, c'était des organisations diverses et variées. Donc pendant le travail dans l'hémicycle, il y a souvent des commissions en même temps. Ce qui peut donner l'impression, et j'insiste vraiment sur ce point, que comment ça, ils sont si peu dans l'hémicycle, et c'est un scandale. J'allais y venir, à quoi sont-ils payés? Mais la plupart des députés travaillent beaucoup. Mais le travail, c'est pas que l'hémicycle. Alors, ils travaillent d'autant plus que maintenant, il n'y a plus de cumul des mandats. Avant, on était maire et député, on passait autant de temps dans sa commune qu'à l'Assemblée. C'est plus le cas maintenant, on ne peut plus cumuler. Donc, les députés sont beaucoup plus présents à l'Assemblée qu'ils ne l'étaient il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Pour autant, c'est pas pour autant qu'on est dans l'hémicycle. Voilà. Il y a des tas c'est immense le Palais Bourbon. Il y a des tas de salles dans lesquelles il y a des réunions, dans lesquelles il y a nos commissions, qui peuvent se tenir en même temps qu'un débat dans l'hémicycle. Et puis, on rencontre à Paris des tas d'acteurs aussi, dans des plus petites salles, des gens qui nous sollicitent pour évoquer tel ou tel problème de la loi, proposer un amendement, etc. Donc ça, c'est, je disais, mardi, mercredi, et puis ça va se prolonger. Alors, plus ou moins, ça va dépendre si l'agenda de l'Assemblée est plus ou moins chargé, jusqu'au mercredi, jeudi. Par exemple, hier, on a terminé jeudi en fin d'après-midi. Voilà, et je suis rentré ce matin. En circonscription. Donc le lundi, en général, je le passe en circonscription. Et puis la fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi. Mais voilà, ça peut être un peu élastique. Et quand on est en circonscription, alors là, c'est pareil, on rencontre des gens comme vous, par exemple, des étudiants, des habitants pour le travail, pour le logement, pour venir présenter un projet, pour apporter une revendication, une souffrance, souvent. Voilà, discuter de politique, plus rarement. Mais c'est très très varié. Et surtout les sujets, vous imaginez bien, du social, de l'écologie, de l'économie, de la culture, du sport, de la défense, de la vie quotidienne de Besançon. Des fois, les gens viennent me voir pour des sujets qui ne me concernent pas directement. Pas directement. Pour autant, je peux quand même les accompagner, les orienter vers il faut aller voir telle ou telle personne, faire un petit mot de recommandation. Mais jamais de piston. Jamais de piston, on retient. Vous parlez donc de l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais poser une question toute bête, mais qui peut en interroger plus d'un. Combien de temps ça peut durer une séance sur une journée, admettons le mercredi par exemple? On voit des fois que ça peut finir tard, on est d'accord, ça peut commencer tôt et puis se prolonger dans la journée. Est-ce qu'il y a une horaire fixe? Les journées les plus chargées dans l'hémicycle, quand c'est ni le mardi ni le mercredi, parce que le mardi, je vous expliquais qu'on était occupé par nos réunions de groupe. Le mardi après-midi et le mercredi, chaque commission se réunit obligatoirement quasiment le mercredi matin. Et donc, les débats dans l'hémicycle, c'est le mardi en fin d'après-midi, mardi soir, mercredi après-midi. En revanche, quand les textes durent plus longtemps, le jeudi, on peut y être toute la journée dans l'hémicycle. Voilà. Mais parallèlement, qu'on n'oublie pas que nous ne sommes pas que dans l'hémicycle, mais aussi dans des commissions, dans des réunions de travail. Bref. Non, c'est bien de le dire aussi. C'est vrai que les gens voient les images et ne comprennent pas forcément pourquoi. Il faut savoir qu'une partie de mon travail, c'est de prendre mon téléphone, de regarder mon agenda et de me dire, oh là là, j'ai 3 réunions en même temps, où je vais. Et puis choisir. Et donc, c'est très souvent comme ça que ça se passe. C'est d'arbitrer l'agenda avec mes assistants. Toutes les semaines, on passe du temps, et j'y reviens plusieurs fois dans la semaine d'ailleurs, à arbitrer ce que je vais faire. Je vais essayer de vous en trouver une ou deux. On voit l'emploi du temps avec quand même on le voit là. Chargé. Bon, vous voyez, là, donc là, j'ai arbitré. Le rouge, j'y vais pas. Le bleu, j'y vais. Le vert, j'envoie mes assistants ou ma suppléante. Le gris, c'est les séances, et puis encore d'autres couleurs parfois. Alors quand c'est pas arbitré, souvent, c'est en jaune. Ça veut dire que j'ai pas décidé encore y a plein de si j'y allais ou si j'y allais pas. Vous voyez, donc ça, c'est voilà, c'est quand même. Voilà, et puis c'est jusqu'à en général, voilà. Ça oblige à minuit, 1h du matin. Tous les jours. Ça peut aller très très loin. Tous les jours, hein. Voilà. Ok. Ça place un peu, on comprend mieux, je pense, comme ça l'emploi du temps, qu'est-ce qui peut être quoi. Quand on est justement après dans l'Assemblée, qu'il y a les votes aussi, les débats, là, je parle vraiment par exemple si on parle de la réforme des retraites, ces choses-là où beaucoup de députés, je veux dire, sont dans l'hémicycle, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire. Donc après, le texte de loi se rend au Sénat où il est réétudié, modifié
réenvoyé à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs navettes comme ça qui peuvent se faire. Est-ce que vous constatez, depuis que vous êtes député, que la loi est souvent changée, les textes de loi sont souvent changés suite à cette navette parlementaire? Est-ce que dans les faits, c'est des petites modifications? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Parce que les gens ne comprennent pas toujours aussi le rôle du Sénat, et on aura justement un sénateur également qui nous parlera de sa fonction. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, cette navette? Déjà, entre les deux assemblées, c'est le même travail. Globalement, c'est le même travail. Simplement, successivement, à l'Assemblée puis au Sénat, ou l'inverse. Ouais. Un texte peut être d'abord étudié au Sénat, notamment quand on va traiter des territoires, parce que comme les sénateurs sont élus par les maires, dès qu'il y a un texte qui parle de territoire, on va plutôt commencer à le travailler au Sénat. Mais même dans d'autres circonstances. Mais globalement, on fait à peu près la même chose. Simplement, on a des approches assez différentes, parce qu'on n'a pas le même corps électoral. Nous, on est élus par les habitants, eux sont élus par les maires. Ouais. Donc une vision qui est peut-être un peu différente. Et donc, on peut modifier le texte. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler que nous n'écrivons pas les textes, nous les députés. Parce qu'on dit que c'est l'Assemblée qui vote les textes. Oui, on les vote, mais ils ne sont pas écrits par nous. Ils sont écrits par le gouvernement, par les ministres respectifs. Cette semaine, on avait un texte sur le partage de la valeur dans l'entreprise. Quand il y a des bénéfices dans l'entreprise, comment les salariés peuvent aussi en bénéficier. Eh bien, c'est le ministre du Travail qui a écrit le texte avec son cabinet, avec ses experts. Après, on peut inspirer aussi, nous, en amont, dire tiens, il va y avoir ce texte-là, on donne quelques idées. Mais l'essentiel du texte, il est écrit par le ministre et ses équipes. Et ensuite, donc, on nous le présente à l'Assemblée, et c'est là qu'éventuellement, on le modifie, globalement à la marge. Globalement à la marge. L'essentiel du texte, il est bien d'essence gouvernementale. Ouais, okay. Donc, on le modifie à la marge. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les niches parlementaires. Alors, qui dit niche, je comprends, on dit c'est pas grand une niche. Mais effectivement, c'est pas grand. C'est un petit espace ou un petit temps qui est dédié à l'initiative parlementaire. Pour le coup, ce sont les parlementaires qui prennent l'initiative de la loi qui écrivent le texte. Mais comme c'est limité à une journée, qu'il y a 2-3 textes à étudier dans la journée, 1 ou 2 fois par an par groupe politique, en fait, c'est des textes extrêmement courts. C'est des petites lois, quoi. Mais qui peuvent avoir de l'influence sur la vie des gens. Voilà. Donc, nous sommes effectivement des législateurs dans le sens où nous votons la loi avec les limites que je viens de donner, c'est-à-dire en la modifiant un peu. Mais il faut dire qu'on a 2 autres missions qui ne sont absolument pas connues et que nous-mêmes, d'ailleurs, nous ne prenons pas assez au sérieux, qui sont le contrôle du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, toutes les 4 semaines, en gros, où on pose des questions au gouvernement sur ce qu'il fait et qui nous rendent compte de ce qu'il fait, et notamment de l'application de la loi. Et on a une autre troisième mission qui est très importante, c'est l'évaluation. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de voter des lois, parce qu'on s'aperçoit souvent qu'au moment quand on vote une loi et les effets qu'elle a sur le terrain, parfois on peut être un peu déçu, ou il y a parfois des effets de bord, des effets qu'on n'avait pas prévus, et donc où ça ne marche pas, parfois. Et donc c'est important de faire une évaluation. Donc est-ce que la loi marche? Est-ce qu'elle ne marche pas? Est-ce qu'il faut la modifier? Est-ce qu'il faut l'annuler? Plutôt rare, mais en tout cas la modifier. Et ça, c'est une mission importante du Parlement qu'on ne fait pas assez. D'ailleurs, c'est important parce que dans le débat public, souvent, on se charpe, on s'empoigne, on n'est pas d'accord. Je ne parle pas contre parlementaires, mais avec le peuple français sur un sujet. Et puis une fois que c'est voté, on oublie tout ça. Et moi, souvent, j'ai envie de revenir 2, 3, 4 ans, 5 ans après. Pour voir le Au fait, vous vous souvenez ce qu'on avait dit à l'époque, là, comment on s'était écharpé et je prends souvent un exemple pour illustrer ça. C'était la loi de 2016 sur le renseignement. C'était après les attentats. Et donc, il y a eu une loi importante pour essayer de mieux traquer les terroristes. Et à l'époque, il y avait notamment des dispositions pour traquer les téléphones, pour pister en fait les terroristes à travers leurs téléphones. Et à l'époque, comme souvent en France, on a dit « Oh là là !» ça va être attentatoire aux libertés, etc. J'ai pris plein d'insultes sur le sujet. Et souvent, je dis aux gens, au fait, vous vous souvenez, là, 2016, donc maintenant ça fait 7 ans, on a un peu de recul. Dites-moi en quoi cette loi a été attentatoire à vos libertés. Puis alors les gens, ils sont bouche quoi? Enfin, ils sont bouche bée plutôt. Ils sont quoi? Parce qu'ils ne savent pas. Et c'est dommage parce que je trouve qu'on pourrait dépassionner nos débats si on se disait simplement, écoutez, voilà, il y a une loi, elle vaut ce qu'elle vaut, on la critique. Mais on regardera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça marche pas, c'est pas bien, il y a des effets. Et puis on la change. Rien n'est écrit dans l'éternité, n'est gravé dans le marbre. Voilà, je pense que la démocratie serait beaucoup plus vivante,
plus saine, moins conflictuelle, si on savait on qu'on se pouvait disait toujours revenir qu'on dessus. revient dessus. C'est C'est pour ça que l'évaluation, c'est si important, et le contrôle aussi. Vous parlez donc aussi du temps que vous passez ici. Je pense qu'on a déjà bien abordé aussi ce qui se passe dans l'hémicycle. On entend souvent des gens dire que les députés, c'est compliqué de représenter les enjeux territoriaux parce qu'il y a des partis aussi. Les partis peuvent par exemple avoir une politique générale qui fait qu'un député peut suivre ça. Vous le percevez comment ? Est-ce que vous êtes capable de réellement retransmettre les problèmes des personnes, vous, c'est le département du Doubs, dans votre circonscription. Est-ce que vous êtes capable de remettre dans les débats les préoccupations des doubistes Tout le temps. Tout le temps. Et tous les députés le font tout le temps. Et on est vraiment une position de plaque tournante. C'est-à-dire on est vraiment le lieu qui articule le haut et le bas. Mais dans les deux sens. C'est-à-dire que tous les députés n'ont pas la même philosophie. Certains considèrent qu'ils sont là principalement ou voire exclusivement pour faire remonter les problèmes de terrain, qu'ils soient pris en compte dans les lois. Moi, je considère que cette mission-là est très importante, mais que l'autre mission, qui est de faire redescendre cette fois-ci, c'est-à-dire quand une loi est votée, de pouvoir l'expliquer, parce que très souvent, c'est pas bien compris, les lois, et puis il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les lois. Et donc, nous, on a vraiment ce rôle-là, à la fois de, quand on vote la loi, enfin, quand on étudie la loi, qu'on la modifie, de tenir compte de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu sur le terrain pour mieux prendre en compte le terrain, mais aussi d'expliquer à nos concitoyens le mieux possible à quoi est destinée cette loi, quelles conséquences elle va avoir, et puis finalement de regarder avec tout le monde comment elle fonctionne, la loi. Voilà, donc c'est ascendant-descendant. Très bien. On arrive à la fin de l'échange. Je pense qu'on a déjà saisi pas mal de choses. J'avais 2 questions à la fin qui, je pense, peuvent être aussi intéressantes, même pour vous, de faire un petit travail rétrospectif là-dessus. Quelles sont les principales difficultés que rencontre un député dans sa fonction, dans toute profession, dans tout, même quand on est dans une association, on rencontre des difficultés. Vous, en tant qu'élu de la République, quelles sont les principales difficultés selon vous ? Je pense qu'il y a quelques années, je vous aurais peut-être pas répondu de la même façon que ce que je vais vous dire, ou en tout cas, c'était pas si aigu qu'aujourd'hui. Ouais. Pour moi, le principal problème, c'est la désinformation et le mensonge. Tout ce qui est fake news. Je passe une grande partie de mon temps. Alors, évidemment, je suis jugé parti. Donc, ce que je vais dire, on va dire, moi, c'est susceptible aussi de ne pas être la vérité, d'être la parole du gouvernement, etc. Mais bon, j'ai une formation scientifique, j'ai une forme de rigueur intellectuelle, et je sais faire la différence entre ce qui est de l'ordre des faits et ce qui est de l'ordre de mes convictions. Je peux parler des deux, parfois c'est convergent, parfois pas toujours. Et donc, je passe une grande partie de mon temps à au moins rétablir les faits. Voilà, à dire, non, c'est ce que vous dites est faux. J'ai entendu dire, par exemple, l'augmentation des fonctionnaires va être de 1,5%. C'est qu'une partie de la vérité. C'est 1,5% pour tout le monde, mais il y a des augmentations supplémentaires de 1, 2, 3% pour les catégories C et les catégories B. Et en permanence, cette action, mais elle est de plus en plus difficile. Parce qu'avec les réseaux sociaux notamment, c'est très très difficile de lutter. D'ailleurs, même les journalistes ont du mal face aux réseaux sociaux. Leur parole est même parfois démonétisée par rapport à celle des réseaux sociaux. Et parfois, plus c'est gros, plus c'est un mensonge, plus ça passe, et plus c'est difficile de restaurer la vérité. On l'a vu notamment sur le Covid, sur ce que c'était que ce Covid, cette épidémie, le vaccin, etc. C'était très difficile de... Qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, c'était compliqué de savoir aussi. Qu'il y ait des controverses, c'est sain dans la société. Donc, mais il y a des choses qui sont d'ordre scientifique, par exemple, ou qui sont de l'ordre des faits, qui ne peuvent pas être contestés, qu'on peut combattre en disant « je ne suis pas d'accord avec », mais au moins... Voilà. Et pour moi, l'écueil de plus en plus... En politique, c'est ça, c'est de lutter contre les fausses informations et les mensonges. Et pour terminer sur une touche un peu plus positive, les avantages d'être député ? C'est d'être en plein dans la société, quoi. C'est d'être... on se sent utile, j'imagine aussi. Chaque fois que vous arrivez quelque part dans un débat, on se tourne vers vous parce qu'on veut savoir comment ça se passe, comment ce débat sur les retraites, sur les violences. Là, le jeune qui est décédé, voilà, et la police, comment ça se passe. On est vraiment au cœur de tous les débats. Donc c'est passionnant et c'est d'une diversité extrême puisque on parle de tout. Donc ça, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant et quand on aime échanger avec les gens, débattre avec les gens, c'est formidable, quoi. Et écoutez, merci de nous avoir parlé de votre
passion aussi, parce on voit que vous êtes passionné aussi par ça, et évidemment c'est important dans une fonction telle que celle-ci. On ne sera pas entré évidemment dans les décisions politiques, etc. C'était vraiment le but de voir la profession, mais la fonction, j'aurais dit profession du début à la fin décidément. Mais en tout cas, merci beaucoup Monsieur Alauzet. Merci à vous. Ici dans votre correspondance en plus. Merci de donner un super, éclairage sur ce que font les élus, les parlementaires. Merci beaucoup. Merci.